Nous sommes dans le Nord-Bangui. Bonjour, bienvenue, vous regardez Kiosque, c'est sur CCTV. L'actualité ce matin, c'est la suite et fin de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il va boucler aujourd'hui son séjour de 48 heures, justement avec la pose de la première pierre en vue de la construction de l'ambassade turque à Kinshasa. Hier, il a eu un tête-à-tête au niveau en aparté avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs accords et s'affirme de plus en plus comme une puissance non pas simplement économique, mais avec déjà la mise en place de sa première base militaire en Somalie. Et la Turquie veut davantage marquer sa présence militaire en Afrique. Première visite en bilatéral, 3 ans après l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, un chef d'État qui se déplace. Quel est alors, c'est la question que nous nous posons ce matin, le volume de l'investissement turc en République démocratique du Congo? C'est vrai qu'avec la compagnie nationale turque, Turkish Airlines, avec l'école turque ici à Kinshasa, on parle de près de 40 millions en termes d'investissement. Justement, Erdogan veut encore booster davantage cette coopération, mais pas de conférence de presse hier à l'issue de ces accords passés, moins encore des communiqués finaux. On va passer en peine fin les séjours du président turc à Kinshasa. Certainement, après Kinshasa, le président turc va s'envoler pour Dakar, au Sénégal. Il va peut-être terminer sa mission africaine au niveau de la Guinée-Bissau. Le service des rames est suspendu. Il sera suspendu pour le 1er mars prochain. Décision de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres. Cette ponction des crédits, ces prélèvements décriés, cet objet politique, juridique non déterminé a fait l'objet de plusieurs dénonciations, que ce soit du côté du Parlement tout comme du côté de la société civile. Finalement, le gouvernement recule comme pour dire les peuples gagnent toujours. À partir du 1er mars prochain, ce prélèvement n'aura plus son sens d'être. Donc fini les rames et que les services désormais sera gratuit comme on a décidé le gouvernement de la République. Ça marche, en tout cas ça marche très bien pour Jean-Marc Kabounda Kabound, lui qui peut encore prendre son avion pour aller se faire soigner à Londres 16 jours et pas plus pour Jean-Marc Kabound. L'autorisation est donnée par Christophe Mbosso Kodiampouanga. Finalement, enfin Mbosso l'a accordé cette sortie. Par contre, il n'y aura pas de sortie ni à l'intérieur du pays ni à l'extérieur du pays pour Augustin Matata Pogno, le sénateur, ancien Premier ministre, avait demandé une autorisation express au procureur près la cassation en vue de se rendre au deuil de sa jeune petite sœur, sa cadette qui est décédée ici à Lubumbashi. Niet Matata Pogno, c'est le chemin de la croix qui continue donc pour ces sénateurs élus de Kindu dans les Manimas. Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Bonjour Exclusif news.net. Exclusif rdc.com. Allez, vous revenez sur quel titre ce matin? En tout cas, le matin, on est revenu sur plusieurs titres, mais entre autres, les sièges des partis de Moïse Katumbi, Oui. qui vient d'être construit, qui vient d'être, comment dirais-je, ensemble vient de se doter d'un siège au niveau de Lubumbashi. C'est quand même très symbolique, parce que déjà, pour accéder au pouvoir, dans tous les pays du monde à l'Occident, on voit comment vous gérez votre propre parti politique. Et quand nous voyons ces sièges-là, nous jetons un chapeau, et cela montre aussi que Katumbi veut affirmer ses ambitions présidentielles. Donc on doit faire avec pour les élections qui viennent. Mais comparativement, je ne fais pas la comparaison. Quand on compare quand même, quand j'ai vu Tshilombo, les Tshilombo se plaignent du fait que les sièges du parti au pouvoir a des toilettes bouchées, en dépit du fait que les députés cotisent, il y a quand même un problème. Donc au niveau même du siège d'un parti politique, la manière dont un parti politique est géré peut déjà refléter comment est-ce qu'ils peuvent gérer les pays demain. Donc nous pensons que le Katumbi vient de donner un bon exemple là, quand on voit son siège, et d'autres vont suivre. Et surtout nous interpellons quand même les partis au pouvoir, parce que les sièges là que nous voyons d'un grand parti politique comme l'UDPS ne reflètent pas la grandeur. Des toilettes bouchées, quand même, moi c'est vraiment une belle leçon, sans polémique. Ça fait serrer, tout ce qui est Katumbi, c'est vraiment du serré. En tout cas, ça fait quand même sérieux, ça fait sérieux, on peut tout dire. Mais tel que j'ai vu comment c'est construit, comment c'est modernisé, on peut dire qu'en Afrique centrale, ça doit être un des meilleurs sièges.
Donc ça reflète. Donc moi je pense que Katumbi a posé un acte, on doit faire avec lui. Très bien. C'est que nous voulons seulement qu'il y ait des élections libres, démocratiques et inclusives. Vivement une offre politique. Merci beaucoup, Eric Ouemba. Merci à vous et à tout l'ensemble de votre rédaction. José Adolphe Voto pour ce premier numéro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Serge Kabongo. Il n'y a pas de biscuit, les palous qui part en lambeaux. Il y a des... On a suivi d'abord, c'est les condoléances avec Dorothée Gizenga qui est décédée. Elle aussi, elle avait sa ponction d'une partie des palous avec Sami Badibanga, Mayobo. On a suivi Willy Makiashi. C'est bien triste que après la mort de Gizenga, que les palous nous donnent cette image-là. Oui, ce qui m'a plus frappé, c'est la famille Gizenga, les enfants Gizenga qui partent l'un après l'autre. Je ne sais pas pourquoi, plus jeunes que leur papa. Après Louki, c'est Dorothée. Mais c'est très difficile. C'est évident, ça c'est... ce parti-là a été construit autour du personnage de Gizenga. Et lui n'étant pas là, c'est vrai que ça va être difficile. Mobutu qui a tiré parti de ce parti s'est retiré. Les autres, ça va. Je crains que ça puisse s'émettre petit à petit avec le temps. D'autant plus que c'était plus la personnalité de Gizenga. Ce n'était pas tant un idéal. De toutes les façons, c'est de l'Umumbis, tout c'est quand même de Lumumba, mais ce n'était pas une idéologie claire. Ça sera très difficile. Mais Gizenga a vu ça venir. Hein. Avant sa mort, il a vu d'ailleurs qu'il y avait des problèmes avec Mobutu avant les élections de 2018. Lougi Gizenga, peut-être qu'il n'avait pas la même force comme jeune de pouvoir faire les choses avant son départ. Moi, je crois que si Mobutu était resté, il aurait garanti la pérennité de la maison. Mobutu étant parti. Les autres qui sont restés, je crois qu'ils ont moins de capacité de sensibilisation, de mobilisation autour d'eux que... Dougé Beledou, troisième et dernier invité pour ce numéro. Bonjour et bienvenue, Dougé. Bonjour, merci Serge. Je salue également le professeur Voto qui est une éminence grise de ce pays. Oui, je vous ai vu en train d'agiter la tête quand il abordait la question. C'est un plaisir de partager le même plateau que lui. Je salue également Eric Ouemba. J'aimerais, si vous le permettez... Je vous ai vu agiter la tête quand les professeurs parlaient. Je suis en partie d'accord avec le professeur, mais j'aimerais simplement rencontrer Ouemba pour dire, vous savez, les partis sont des faits privés. Lorsqu'un père cherche un toit pour son enfant, il ne passe pas à la télé pour ascenser le fait qu'il a acheté ou payé les frais pour son enfant. Donc c'est un non-événement. Je crois que même Katumbi serait étonné de la réaction d'Eric Ouemba. Il se développe un peu une sorte de fanatisme inutile. Mais par contre, parce qu'il a fait un parallélisme avec l'UDPS, il faudrait qu'Eric Ouemba mette en tête que l'UDPS est un parti qui est créé dans l'opposition, généralement après 32 ans de lutte dans l'opposition, et c'est un parti qui ne vivait que des cotisations de ses membres pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est un parti qui est au pouvoir, qui essaye de se réquinquer. Les membres qui à l'époque ne travaillaient pas. À l'époque ne travaillaient pas pour la plupart. Et donc, c'est une inadéquation, un contraste de venir comparer un parti comme l'UDPS à l'ensemble de Moïse Katumbi, quand on sait que Moïse Katumbi a été aux affaires depuis plusieurs années, et il a travaillé avec Kabila, aujourd'hui il travaille avec Tshisekedi, bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il récuse les bilans de Tshisekedi, pourtant il est plein dedans avec Tshisekedi. Et donc c'est tout à fait normal que ce papa-là, en tant que papa, excusez-moi parce que je parle de faits privés, dote son parti d'un bâtiment. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Allez, par contre, la bonne comparaison devrait être avec le PPRD de Kabila, qui, on nous a appris tout récemment que ce parti était menacé d'être diverti dans le siège. Et donc, je crois qu'il voit Tshisekedi partout, il voit l'UDPS partout. Je comprends qu'il est ancien de l'UDPS. Quand tu parlais, je n'ai plus peur, sois tolérant. Allez, et donc, je reviens à l'essentiel, je rencontre le professeur. Vous savez, le Palou, on dit en français, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, le Palou est en train de concentrer tous les mal que le professeur vient d'évoquer sur la tête d'un individu, Daniel Asselo. Ils disent à travers plusieurs déclarations que Asselo serait à la base de ce désordre. Mais j'aimerais ici rappeler, nous sommes des historiens du présent. Le professeur l'a dit, aujourd'hui, on a plusieurs fractions du Palou. Et c'est une honte pour un grand parti comme le Palou. Un parti Lorsqu'on historique. était sur la balance, les partis politiques, on voyait l'UDPS, on voyait le Palou, un parti historique. Mais aujourd'hui, paix à son âme, Dorothée Gizenga, mais lorsqu'on lui dit par exemple qu'il y a une frange de Palou progressiste qui s'est alliée à Sami Badibanga, vous voyez le Palou s'allier à Badibanga? Vous voyez un peu, ça c'est étonnant. Et vous voyez par exemple, lorsqu'on vous dit qu'il y a le Palou de Célestin Ngoma, les Palou de Mayobo, etc. Mais puisqu'on parle des Palou ici, j'aimerais quand même éclairer, je vais terminer peut-être, je crois, par là. Vous savez, il y a un arrêt au niveau de la Cour de cassation
qui est appelé un arrêt définitif, excusez-moi, un arrêt définitif sur incident. Et donc, les juristes qui nous suivent peuvent facilement le comprendre, c'est-à-dire, c'est un arrêt qui ne peut plus être attaqué s'agissant de la requête déposée. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Gizenga est décédé, les Palous étaient censés organiser un congrès. Et la personne désignée par le Palou, Mayobo, était présent pour conduire ce parti au congrès. C'était celui qu'on appelle Ngabou. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sylvain Ngabou. Ancien vice-ministre de l'Intérieur. Exactement. Et ils étaient tous d'accord, et les Mayobo et les autres. Et Sylvain Ngabou était le secrétaire général AI du parti, et Mayobo était là comme le secrétaire permanent. Or, les statuts étaient clairs de ce parti politique. Et donc, au moment d'aller à ce congrès-là, le congrès d'ailleurs à l'issue desquels c'est Makiashi qui a été élu secrétaire général, mais donc du coup, il y a une rébellion qui s'est créée au sein du parti avec les Célestin Ngombaye et les Mayobo, et ils sont allés, parce qu'il a été chassé pour rébellion du Palou, il est allé saisir les tribunaux de grande instance de Kinshasa Matete pour justement contester cette décision du Palou. C'est un fait privé. Et pendant 7 ans, le tribunal de grande instance répond pour lui dire: monsieur, vous n'avez pas cette qualité-là d'engager ce parti. Celui qui a la qualité d'engager les partis, c'est le congrès à l'issue de Makiashi. Oui. Et donc, à ce moment-là, le monsieur organise son congrès en aparté et demande justement à Asselo d'entériner le Palou. Les résolutions de son congrès. Voilà, alors que, avant que cet entérinement n'intervienne, il faut passer par le tribunal pour avoir l'acte de notarié. Le VPM intérieur l'a rappelé tout d'abord, et ensuite il a dit: vous avez une décision de la Cour de cassation qui vous dit clairement que vous n'avez pas qualité d'engager le Palou. Et donc, à l'issue de tout ce que je viens d'étayer, que non, monsieur s'agite en envoyant des gens dans les médias pour dire: le malheur du Palou, le parti cher à Gizenga, c'est Daniel Asselo. Alors qu'il a été ministre à peine, ça fait 7 mois. Et donc, je crois qu'à un moment donné, on doit voir les choses en clair et restituer la vérité. Allez, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, José Adolphe Voto, il boucle son séjour à Kinshasa aujourd'hui. Première visite en tête-à-tête pour le président Félix et son homologue turc en ligne de mire. Plusieurs accords passés. On parle des transports, on parle de l'économie, on parle des infrastructures. Mais ce qui m'a plus tiqué ici, quand on a évoqué la question sécuritaire, j'ai dit: ah bon, la Turquie aussi, déjà, la question politique, commerciale de côté, on parle maintenant de l'accès aux questions sécuritaires. Oui, mais c'est la bonne guerre. La Turquie est coincée en Europe, entre l'Asie et l'Europe. La Turquie est talonnée, la Turquie est un peu tiraillée entre l'OTAN et la Russie. Et donc, avoir un pied en Afrique où il y a de gros intérêts occidentaux, c'est important, c'est symbolique. Pour dire que vous m'embêtez ici, je peux vous embêter là-bas. Donc je crois que c'est un peu dans ce sens-là, et ça, c'est bon pour le Congo qui a besoin de l'appui sur le plan sécuritaire. Mais je voudrais dire quelque chose par rapport à la symbolique. J'ai lu dans les médias que le président turc qui a effectué le premier voyage, vous l'avez dit, bilatéral. Oui. Donc lorsqu'on reproche à Tshisekedi d'avoir fait le tour du monde pendant 3 ans, je crois que c'est le premier résultat concret qu'on puisse voir un président. Les autres sont venus dans le cadre de sommet, tout ça, c'est normal, mais un président qui vient, qui rend l'ascenseur à Tshisekedi, ça c'est très symbolique, mais lui, c'est pas le moins. Et pourtant, nous avions cru peut-être que ça allait être des présidents africains du genre le Nigeria, sud-africain, c'est que nous sommes proches, ou par exemple de voir quelqu'un de l'Europe, Belgique, France, malheureusement. Oui, mais bon, la Belgique est annoncée dans les semaines qui viennent, mais ça c'est très symbolique. Alors je disais que le président Erdogan a été reçu par le Premier ministre. Oui. Moi j'aurais souhaité, puisque c'est même si en Europe, en Turquie, Tshisekedi est reçu par le Premier ministre ou une autre personnalité, c'était quand même en africain, et puis pour reconnaître ses premiers voyages officiels de grands présidents, qu'il soit reçu par Tshisekedi à l'aéroport. Parce que je suis curieux de voir comment Tshisekedi va se comporter quand le roi va venir. C'est le Premier ministre qui va recevoir le roi ou il va le faire de même. Et ça, c'est encore ce complexe-là que nous avons vis-à-vis des grandes puissances, qui n'apportent rien au Congo. Les Américains, les Français, toutes ces grandes puissances, en termes de coopération, n'apportent rien. Ce n'est pas un problème de protocole, peut-être? Protocole, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on dit, bon, le chef de l'État va recevoir en tête-à-tête au Palais de la Nation, mais on envoie les premiers ministres et les ministres. Mais le dernier, c'est le président qui décide.
Moi, je crois que symboliquement, sur le plan communicationnel, c'était bon de dire que c'est sympathique d'être venu avant que je commence la série des présidents qui pourront venir après. Mais c'était symbolique. Parce que après quelques semaines, le roi va venir. Donc, si le président se déplace à l'aéroport pour recevoir le roi, ça voudra dire qu'il a plus de considération pour la Belgique que pour la Turquie. Voilà le message qui va se passer. Alors, je crois que ce sont des intérêts. Nous avons... Moi, je me rends compte que quand je vois le Congo évoluer depuis l'indépendance, depuis la Première République jusqu'à aujourd'hui, je crois que le Congo doit plus aller vers le pays émergent. C'est là où nous avons des intérêts. Mais regardez le Congo. Toute cette coopération avec les États-Unis, avec la Belgique. Un partenaire traditionnel, comme on dit. C'est partenaire traditionnel. Qu'est-ce qu'ils ont laissé au Congo pendant toutes ces années? Il faut réévaluer ça sur 100 ans. Il faut évaluer ça. Alors qu'à l'époque, tout ce qu'on garde de la coopération, par exemple, la Chine de l'époque, ce n'était pas un pays puissant. Mais on peut, pour les Congolais, on peut se rappeler du stade Camagno, là, on peut se rappeler de beaucoup de choses. Le palais du peuple. Le palais du peuple. Le pont Maréchal. Le pont Maréchal. Oui. Les barrages d'Inga, ce n'était pas les grandes puissances. Hein? Ce n'était pas les grandes puissances, c'était des pays émergents. Donc il faut que nous puissions regarder vers ces pays-là, vers l'Inde, vers le Brésil, vers l'Afrique du Sud. Là, vous évoquez la question de la diplomatie, c'est-à-dire où se trouvent réellement les intérêts du Congo, où se trouvent les intérêts de Kinshasa, et comment construire une politique orientée vers ce que nous voulons. Les intérêts du Congo, c'est tout sauf auprès des grandes puissances. Et ils ont leurs intérêts sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique qu'ils poursuivent ici. Même nous, on n'a pas d'intérêt là-dedans. Pendant toute la période de Mobutu, c'était la guerre froide. On a fait le service pour eux, mais on n'a rien tiré de retour. À part ce que la Belgique a fait pendant la colonisation, qu'est-ce que la Belgique a fait pour la colonisation? Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Qu'est-ce que les Français ont fait dans ce pays? En tout cas, à ma connaissance, c'est rien. Sauf, vous voyez, des écoles, des petits de coopération militaire. Des petits programmes comme ça. Mais je crois qu'il est temps que le Congo se tourne vers des pays émergents qui sont proches de nos réalités et qui peuvent nous comprendre et nous accompagner comme la Turquie. Il semble que la Turquie ne va pas poser de questions du genre démocratie, droits de l'homme, liberté d'expression. Et on va faire plus travailler avec ces partenaires-là, ceux qui viennent nous embêter et nous taper dessus pendant qu'ils font beaucoup de promesses et qu'à la fin, il n'y a rien dans la marmite. Hein. Oui, Serge, vous savez, la démocratie à l'européenne, c'est très difficile pour faire émerger un pays africain. Moi, je l'ai toujours dit. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en Libye. La Libye était un pays stable alors que Kadhafi était là, mais que dire de la situation politique ou droits de l'homme? C'était un pays quand même qui émergeait. Aujourd'hui, la Turquie, on parle de la Turquie en Afrique et en Europe. La Turquie, je le disais off the record, c'est un État économiquement puissant plus que d'autres pays, d'ailleurs vous l'avez évoqué, plus que la Grèce, mais c'est un État qui jalouse d'autres États européens. On refuse même à la Turquie d'adhérer à l'Union européenne, bien que certaines puissances ne sont pas d'accord avec ça, notamment la Russie. Et donc aujourd'hui, la Turquie veut réécrire une nouvelle histoire politique, économique, mondiale d'ailleurs, avec l'Afrique. Regardez simplement l'année dernière, on vous parle de plusieurs navettes du président Hyper Erdogan en Afrique, oui, notamment au Togo, en Angola. D'ailleurs en Angola la Turquie venait d'ériger une ambassade. Mais ce qui est important ici avec la RDC, Serge Kabogo, moi je crois que c'est très important de voir qu'est-ce que nous voulons pour nous. C'est vrai, il n'y aura pas une rupture brusque avec les puissances, les partenaires traditionnels, notamment la France, la Belgique, etc. Mais il faudrait repenser aussi à nouer de partenariats avec les pays. Mais il ne faut pas s'ouvrir à tout le monde, il ne faut pas s'ouvrir au risque de vous attirer des ennuis. On dit entre États, il n'y a que les intérêts qui priment. Je crois que si la RDC peut tirer des dividendes économiques, militaires avec la Turquie, c'est très important. Et d'ailleurs, moi je pense que la Turquie est déjà un partenaire attitré de la RDC en termes économiques. Regardez les trafics réguliers de Turkish Airlines en RDC. Je vous informe que chaque jour, à partir de minuit, Turkish Airlines atterrit en RDC pour repartir, je crois, à 1h du matin. C'est-à-dire, ce sont des collaborations comme ça qui s'expriment déjà en termes économiques. Et aujourd'hui, j'ai entendu et j'ai vu le communiqué de la présidence, on vous parle d'une coopération militaire. Pourquoi pas envisager une prochaine coopération militaire en termes d'infrastructure? C'est toujours important. Vous savez, le Rwanda en face de nous, le Rwanda l'a fait. Le Rwanda a tourné le regard vers les Américains, les Commonwealth, parce que justement le système européen a conçu
le Rwanda a constaté que c'était un partenariat hypocrite qui ne permettait pas à ce pays d'émerger. Mais aujourd'hui, regardez le Rwanda est compté parmi les pays justement émergents de l'Afrique, les pays qui se développent en Afrique. Et donc moi je crois que c'est très important cette ouverture avec la Turquie, autant que c'est important avec d'autres pays. Mais comment nous allons faire pour tirer notre épingle du jeu? Mais c'est là où maintenant va intervenir notre diplomatie, c'est là où les Congolais doivent bien jouer. Il ne faudrait pas qu'on noue des partenariats comme on l'a vu avec la Chine avant. On nous a parlé de 5 chantiers aujourd'hui, mais lorsqu'on pose la question, quelle est la dividende que les Congolais ont gagné en termes d'infrastructure, en termes de développement social, etc., on a l'impression que la RDC a beaucoup plus concédé que bénéficié. Et donc je crois que c'est très important. Il faudrait prôner cet esprit d'ouverture et ça pourra être très bénéfique pour le pays. Forte pénétration turque en Afrique. Hein. Je crois que la Turquie veut aujourd'hui sa présence. Il n'y a pas qu'à faire. Hein. On parle aussi domaine militaire, de la sécurité. Mais je lisais les médias ce matin, on m'a parlé des taux de pénétration de l'ordre de 40 millions de dollars déjà en termes de volume pour l'investissement turc en République démocratique du Congo. Mais est-ce que la partie protocolaire, c'est ce qui m'attire un peu comme le professeur l'a dit, pas de conférence de presse conjointe, pas de communiqué final, on vous dit signature des accords, infrastructure, économie, militaire, mais on ne nous dit pas exactement c'est quoi infrastructure. C'est vous donner les transports, c'est-à-dire les rails qui va quitter Ilebo jusqu'à Lubumbashi. C'est quoi finalement? Serge, moi j'aimerais, je suis dans mes minutes, une seconde quand même. Oui, Notre média a parlé des sièges des partis, c'est notre liberté. Si on est, moi ce n'est pas moi, c'est Chilombo qui dit qu'il y a un parti au pouvoir, les députés cotisent, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des toilettes trouées. Oui, laissons-nous faire la comparaison. Autant il estime que c'est grave que les PPRD ne puissent pas avoir un siège, un parti au pouvoir, autant laissez-nous constater quand même que Katumbi a fait mieux dans beaucoup de pays d'Afrique. Même si on souffre de la katumbophobie, laissez-nous parler de Katumbi. C'est un événement, ce n'est pas un non-événement. En tout cas, ce qui s'est passé à Lubumbashi, je parle sous les contrôles d'un enseignant à l'école du journalisme ici. Mais j'aimerais parler, vous savez, quand je parle de la Turquie aujourd'hui, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Ça, nous devons intégrer cela. Au lieu de chercher à reprocher aux autres, comme j'attends ici, les Français n'ont rien fait, entre les États. Quand un État, même les Turcs, quand ils viennent ici, ils ne viennent pas comme les enfants de Kenya. Ils ont leur agenda. Ils ont leur agenda, leurs intérêts. C'est à nous de faire prévaloir nos intérêts. C'est ici quand même. Moi, Tshisekedi a été secrétaire général de l'IDPR chargé des relations extérieures. Mais je l'ai observé pendant 3 ans au pouvoir. Je ne connais même pas l'approche diplomatique de l'IDPS. C'est des tâtonnements. Tantôt on va en Imara, à Rabini, chercher l'argent pour construire un port. On est vraiment en train de tâtonner. Et justement, ça, c'est que vous dites sur les côtés protocolaires, on refuse même une conférence de presse aux Congolais. C'est-à-dire qu'on sent quand même... On ne sait même pas que nous avions des questions à poser à... C'est devoir de redevabilité Erdogan. Face au peuple, on ne sent pas. Moi, je pense que Tshisekedi essaie un peu... comment dirais-je? J'ai comme l'impression qu'il essaie d'imiter un peu Mobutu. On sent quand même une forte centralisation du pouvoir. Il signe des accords, il ne rend compte à personne. On organise ça, il y a des accords qui sont signés, le Parlement n'est pas informé, il y a des tentatives des accords du barrage d'Inga depuis des 100 milliards. C'est passé à toute opacité, on ne sait pas où en sommes nous, il y a eu des gens qui ont contesté, il y a eu des accords avec les Rwandais et l'Ouganda, tout le monde, personne ne sait le contenu de tous ces accords. Nous ne mélangeons pas non, je ne mélange pas, mais pourtant, les Congolais vont payer. Mais ici, justement, nous devons, moi quand je vois on parle de 40 millions de dollars pour l'investissement, moi je rigole quand même pour un grand pays comme le Congo. Hein? Vous savez, je ne vais pas faire une digression. Les Éthiopiens avaient une coopération avec la Banque mondiale pour construire leurs barrages. Quand la Banque mondiale a hésité, ils ont sorti 5 milliards de dollars. Les barrages de la Renaissance. De la Renaissance. Oui. Alors est-ce que si le Congo peut manquer 2 milliards pour construire son port, c'est quand même dramatique. Et face aux tirs, quand ils viennent avec 40 millions, c'est pour se moquer d'un grand pays comme le Congo. Donc nous devons, nous-mêmes, moi je pense qu'au-delà de tout, pour que les autres nous respectent, nous devons nous respecter nous-mêmes. Nous devons travailler. Cessons de détourner des deniers publics. Il y a suffisamment de l'argent ici au lieu de faire de la mendicité internationale. Il y a suffisamment, oui, il y a suffisamment de moyens au Congo. Le terme est trop fort et c'est pas bien. Mais justement, nous sommes dans un domaine de la coopération. Donc, en même temps, il faut quand même reconnaître, nous avions choisi la démocratie. Il ne faut pas appeler ici la démocratie à l'occidental. Il est vrai aussi qu'il faut noter qu'Erdogan, même si vous parlez d'un pays émergent, il n'y a pas les droits là-bas. On arrête les opposants.
Il ne faudra pas qu'il amène ça ici, parce qu'ici déjà on commence à interdire à certains opposants, qu'il amène ce qui se passe en Turquie ici. Ici nous avons fait le choix de la démocratie. Ne nous parlons pas de la démocratie à l'occidental. L'IDPS est arrivé au pouvoir sur les fonds de bâtir un état de droit et la démocratie. Donc, sur ces points politiques, moi je ne refuse pas qu'on coopère sur le plan économique, mais sur le plan politique, la Turquie n'est pas un modèle à suivre. Nous avions choisi la démocratie. Et on a parlé de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que les deux personnalités ont eu le temps de passer un peu en revue la situation des Congolais? Je commence par oui, je termine. La situation des Congolais, que ce soit à Istanbul, que ce soit à Ankara, il semble qu'il y a des Congolais qui sont maltraités là-bas. Je ne sais pas si vous avez ils sont peut-être maltraités, mais si vous allez dans nos quartiers aujourd'hui, vous rencontrez les jeunes gens, puisque nous sommes dans un pays qui ne leur offre pas de perspectives d'avenir, beaucoup déjà viennent à Turquie. En tout cas, si vous interrogez la plupart des jeunes, comme l'entrée à l'Europe est devenue difficile, beaucoup de gens cherchent à immigrer en Turquie, même s'ils sont maltraités, ils estiment quand même que là, ils peuvent avoir un pain, ils peuvent avoir un logement décent. Alors, c'est justement, ils disent que le moindre mal, c'est d'aller m'aventurer en Turquie. Donc, si les Congolais sont maltraités, c'est aussi notre problème. Il faut mettre des politiques pour donner l'espoir à cette jeunesse, pour donner de l'emploi à cette jeunesse. En tout cas, les 3 ans que nous venons de passer ici, on n'a pas senti cela. Il faut faciliter les conditions pour aller en Turquie. Il semble que c'est maintenant l'Eldorado pour les Africains, notamment pour les Congolais. Hein. Et non seulement sur le plan économique, le commerce, tout ça, mais aussi c'est un peu les Émirats, un peu la Turquie. Pour les jeunes, c'est le couloir pour tenter l'aventure en Europe, par la Turquie, par la Grèce, et ça c'est un problème sérieux. Donc, peut-être qu'on... C'est ça, je crois que l'intérêt d'Erdogan de faire le tour de l'Afrique, c'est ça aussi, parce que tout ça, cette immigration-là, ça passe par la Turquie, mais c'est des responsabilités, c'est des charges. Et donc, passer de la Turquie à l'ancien continent... Au lieu que les Africains quittent leur continent pour aller nous envahir là-bas, voilà. Il y a moyen de travailler de manière qu'on ramène les investissements turcs en Afrique pour maintenir un peu les Africains chez eux. Je crois que lui, c'est lui qui reçoit les premiers Africains avant d'aller vers l'Europe. Il est mieux placé pour comprendre ça, même si, d'une manière générale, les présidents africains ne sont pas très conscients de ça, d'organiser leur pays, de donner l'espoir aux jeunes pour qu'ils restent chez eux, pour faire de bonnes études, pour avoir de l'emploi. Mais je crois que c'est une bonne expérience, un pays qui émerge, un pays qui a de l'ambition. Vous savez que la Turquie, c'est l'Empire ottoman, hein? Donc il y a toujours ces rêves-là. Oui, oui. Donc chaque nation a ces rêves-là de se reconstituer par rapport au passé. Et donc s'ils ont cette ambition-là de reconstituer encore, pas l'Empire ottoman, mais au moins une grande Turquie, une grande puissance, pourquoi pas? On peut développer aussi le tourisme avec la Turquie. Hein? Oui, beaucoup de choses, entre beaucoup de tourisme, c'est des anciens pays qui ont beaucoup de souvenirs, même des souvenirs sur le plan chrétien. Hein? Voilà, donc ils ont beaucoup d'opportunités. Je crois que aujourd'hui, de plus en plus, ça c'est Macron qui le dit, l'Europe est en déphasage sur le plan économique. L'Europe perd pied. Et pendant ce temps, la Turquie monte. Et donc, il y a lieu de... Mais moi, je suis resté sur ma soif. J'aurais bien voulu poser la question à Erdogan, poser la question au président Félix pour en savoir davantage. Quand vous dites développement, commerce, économie, c'est quoi? Les concrets, c'est quoi? Malheureusement, on n'a pas eu droit à un point de presse. Mais je crois que l'interpellation d'Éric, ça vaut la peine. Il faut que la présidence se rende compte qu'il y a droit de redevabilité. Ça, c'est classique. Lorsque deux grands chefs d'État se rencontrent, à moins qu'on le dise clairement... Mais il n'y a pas un communiqué... Voilà, au moins que le communiqué dise clairement qu'on n'a pas eu conférence de presse parce que pour telle raison. Ça encore, c'est une communication. Mais un blackout comme ça, c'est pas intéressant. Vous terminez parce qu'on va aller avec la... Bon, oui, Serge, je crois que le point de presse Erdogan Tshisekedi ne va pas changer des choses. Le plus important, c'est de travailler. Moi, je crois que hier, j'ai lu le communiqué de la présidence. Aujourd'hui, il y a une rencontre prévue entre le chef d'État, je crois que c'est tout à l'heure à 10h, le chef d'État turc et Tshisekedi. Il y aura des opérateurs économiques parce que le président turc n'est pas venu seul. Oui. Il a amené les membres du gouvernement, tout comme les patrons du gouvernement. Et effectivement, Tshisekedi va rencontrer ces gens-là. Moi, je crois que c'est le plus important. Et je n'aimerais plus assister encore à un discours entre les deux chefs d'État où on dit ce sont des discours, des éclats dans l'air, de la cosmétique pour faire plaisir, je ne sais à qui que ce soit. Moi, je crois que le plus important, c'est ça. Très bien. Allez, madame, monsieur... Mais autre chose, oui. Il ne faudrait pas extirper les contextes dans lesquels j'ai dit les choses. Moi, je dis ici, et je l'aurais dit, je pense que sur le plan économique, la Turquie, elle est irréprochable par rapport aux économies européennes. C'est concerne les affaires, voilà.
aux économies africaines, et je crois que nouer un partenariat avec un tel pays, s'inspirer de ce modèle de développement économique, c'est très important. Et je le dis, je pense que si la RDC, au regard des intérêts, d'ailleurs j'étais le premier à dire ici entre État, il n'y a que des intérêts, si au regard de nos intérêts, il est important de nous tourner vers le modèle turc pour développer ce pays, c'est le plus important. Et donc je ne vais pas me lancer à un jeu populiste. Et donc lorsqu'on parle de milliards, on nous doit parler du milliard, tentative des accords, etc. Mais Serge Kabongo, ici, personne, à chaque fois que je pose cette question, on est incapable de nous prouver ici qu'il y a des accords privés que Tshisekedi signe au nom du pays sans que l'Assemblée nationale ne soit informée ou le Sénat. Et donc ça c'est du populisme. Ici on sera incapable de citer ne serait-ce qu'un seul accord. Le plus important ici c'est quoi? C'est que la RDC n'est pas un pays qui évolue à vase clos. Moi, je suis d'avis, même si c'est la Syrie qui venait vers la RDC, mais je vous dis, Serge, si la RDC a des intérêts économiques, même les Hezbollah, je parle de la Syrie, la Syrie est un État, je ne vous parle pas des groupes terroristes, s'il vous plaît, vous vous extirpez toujours du contexte. Allez-y. La Syrie est un État, même si c'est la Syrie qui venait à coopérer avec la RDC, s'il y a des intérêts les intérêts de la RDC dedans, je pense que la RDC a attiré des dividendes parce que la Syrie est un État. Merci Bélédou pour ce mot de conclusion. Madame, messieurs, vous regardez Kiosque. Nous débattons sur les grands titres d'actualité. Justement, l'actualité, c'est cette visite du président turc à Kinshasa. Elle prendra fin aujourd'hui et le président turc va s'envoler. Du jeudi, vous gardez le micro pour le Sénégal et après, il sera en Guinée-Bissau. Allez, Jean-Marc Abound, autorisation, il a finalement le go. Il a écrit plus de 2 fois et j'ai lu l'autorisation de sortie. Il va aller se faire soigner. Il a très mal au genou gauche et 16 jours, pas plus pour ça. Serge, on n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Jean-Marc Abound est dans la victimisation, ça c'est clair. Exactement, il est dans la victimisation. Il va se faire soigner le pied. Jean-Marc a été avec nous à l'opposition pendant 32 ans. Il a souffert de la malaria, il a souffert de tous les maux. Il allait se soigner à côté ici. Et donc aujourd'hui, parce qu'on a un problème des jambes, des genoux, c'est de son droit légitime, je ne suis pas contre lui. Mais on voit clairement qu'il est dans une politique de victimisation. Il doit chercher à se victimiser, etc. Donc c'est tout à fait normal, c'est dans ses droits, mais je pense qu'à un moment donné, il doit se ressaisir et regarder, réfléchir enfin sur son avenir politique. Et moi, je pense que Jean-Marc Abound devrait se désolidariser complètement de tout ce qui concerne l'UDPS. Il va en sortir grand. Et d'abord, lorsqu'il était encore à l'UDPS, il avait une structure à lui, appelée décision finale. Et donc, Jean-Marc Abound, au regard de tous les événements qu'on a vus ici, on dit qu'il est l'homme qui a dit non à plusieurs choses. Il peut aussi en sortir grand à travers ce départ de l'UDPS. Et donc, j'aimerais rebondir pour dire aussi, autre part, si hier, on a décrié à l'administration Kabila, les départs de tel ou tel, la sortie de tel ou tel individu. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se lance des fois à des choses pareilles. Vous savez, l'autre fois, j'ai décrié le fait que deux journalistes même, on dit non, tel journaliste, il serait de tel, voici pourquoi, il faut d'abord l'écouter, etc. Moi, je crois qu'il s'agit des ailes de certains qui sont dans l'administration pour plaire à X ou à Y. Et parce que des fois, j'ai appris lors d'un conseil des ministres, le tout dernier, les chefs d'État auraient frappé les poings sur la table comme pour dire à ses services, et donc il faudrait pas se lancer dans des actions des ailes, il faudrait laisser les Congolais sur qui les soupçons des détournements ou qui sont dans les collimateurs de la justice, mais d'autres peuvent facilement se déplacer, etc. Vous avez cité au départ ici les cas des Matata Pogno, mais moi je pense que si au niveau de la justice il y a des informations compromettantes et qu'on aurait donné au service, n'attendez pas à ce que les services viennent tenir un point de presse pour vous dire tel n'est pas autorisé de sortir pour telle autre occasion. Mais je pense par contre, en revanche, qu'il y a de ceux pour des opinions politiques, de ceux pour des avis contraires d'ailleurs à ce que pensent les régimes, ils doivent être autorisés à se déplacer. Et donc je crois que le cas de Jean-Marc Abound, on l'a inutilement ascensé à travers le refus de sortie au niveau de la DGM. Aujourd'hui, il est parti. Vous voyez, ce n'était pas une actualité. Il ne va pas aller s'évader et ne plus revenir au pays. Il va revenir au pays. Je crois qu'à un moment donné, il faut se ressaisir. J'espère que ce n'est pas une sortie assortie de conditionnalité, pas d'activité politique en anglais. Non, nous sommes pendant les vacances parlementaires, Serge Kabongo. Pourquoi donc il y aura des contraintes pour qu'il ne sorte pas? Et donc, on l'a décrié. Moi, je l'ai décrié sur un plateau de télévision. C'est les vacances parlementaires. Il est libre de faire tout mouvement.
librement, il peut aller chez lui, il peut aller, je ne sais pas, en Europe, etc. Et donc, je crois que c'était juste une action des ailes et que... Peut-être une organisation du bureau on a de prêté les l'Assemblée. flancs, on a prêté les flancs Inutilement. Je crois que peut-être c'est Mbosso qui a prêté inutilement les flancs pour faire plaisir à Tshisekedi. Et voilà, et aujourd'hui, il s'est victimisé. Un séjour médical, oui, pour lui, et maintenant pour Matata Ponyo, pas à l'étranger, Matata, qui devrait se rendre plutôt au deuil de sa jeune sœur cadette qui est décédée à Lubumbashi. C'est quand même triste. C'est bien dommage, mais c'est ce que je note, que j'ai l'impression que le pouvoir est toujours dans une logique d'aller-retour. On pose un acte et on réfléchit après, et finalement on recule. Mais le mal est fait. Comme a dit Beledou, Kabound, vous le laissez partir. Mbosso s'est comporté plus en leader de l'Union sacrée. Parce que lui aussi n'attendait pas l'autorisation ou le go de quelqu'un. Le communiqué a dit, je lis quelque part, on dit que le président a instruit. Mais est-ce que Mbosso réalise ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour une question qui concerne un député, pas le vice-président, parce que là aussi je crois que Kabound mêle les gens, Kabound a démissionné, il doit tenir les conséquences, et peut plus se prévaloir d'être vice-président parce qu'il a démissionné. Donc c'était un député qui a tous ses droits, mais quand Mbosso attend que l'instruction vienne du président de la République, je ne sais pas, un monsieur expérimenté comme Mbosso, qui connaît le principe de séparation du pouvoir. L'expérimentation, c'est aussi un bien ou un mal. Hein. Mais voilà, c'est dommage. Mbosso s'est comporté en leader de l'Union sacrée, donc on a traité Kabound comme un membre de l'Union sacrée et non comme un député. Il fallait attendre d'abord que le président donne son avis, les intérêts de l'Union sacrée, les intérêts de l'UDPS, tout ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Matata Pognon, Augustin. Matata Pognon, encore que c'est ça, mais pourquoi? Pourquoi non, si la justice a des choses à reprocher à Matata Beledou, moi je crois que la justice doit le dire clairement. On ne peut pas dire ça au service, non, mais on est dans quel état? Où les services ont des instructions de quelque niveau que ce soit, ils doivent empêcher les gens de circuler, ça c'est... Mais attendez, j'aimerais pas faire cette malacontreuse comparaison, sinon les gens risquent de très mal interpréter. José Adolphe Voto. Vital Kamerhe, qui est un citoyen congolais condamné au premier et au second degré. Parce que c'est cette même justice-là qui a condamné Vital Kamerhe au premier et au second degré. Mais cette même justice autorise à Vital Kamerhe, moyennant quelques sommes de 400 000 $ ou de combien, d'aller se faire soigner. Je prends une justice internationale. Jean-Pierre Bemba, qui est notre patron, à l'époque, il a passé plus de 7 ans à la Cour pénale internationale. Son papa est décédé, Jeannot Bemba de heureuse mémoire. La Cour internationale, la CPI, a autorisé Bemba. C'est des circonstances quand même humanitaires pour aller plairer son père. La maman de qui était en difficulté ici, malgré le fait qu'on avait privé à la mère Mende les visas à l'espace Schengen, on a dû donner à la mère Mende les visas humanitaires pour aller au chevet de sa maman. Comment vous avez des problèmes, je l'accepte. Mais vous avez perdu votre jeune sœur cadette. Vous vous déplacez à l'intérieur du pays. Votre justice, qui a des ramifications sur l'ensemble du pays, ne sait pas vous donner cette autorisation humanitaire. Non, mais je ne sais pas si c'est une décision ou à quelque niveau, un jugement qui empêche, qui condamne Matata. Non, Matata, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas condamné. Il peut être poursuivable, mais cela n'empêche pas qu'il puisse circuler. Il est dans le pays. Les services peuvent prendre toutes les précautions qu'il puisse pas. S'il a si on soupçonne qu'il a les voitures de s'évader, on instruit les services à Lubumbashi. Matata va à Lubumbashi pour le deuil. Vous le prenez en charge à partir de l'aéroport. Ce n'est pas inquiétant. Et sauver l'image du pouvoir. Parce que, bon, le deuil c'est fini, mais si c'était une autre démarche, je sais que finalement ils vont reculer, comme ils ont reculé pour le RAM, comme ils ont reculé pour Kabound. Mais pourquoi poser d'abord des actes, arrêter d'abord quelqu'un, après on va les libérer. Mais le mal est fait, la réputation du pouvoir, de la justice est ternie pour rien. Alors qu'on pouvait réfléchir, garder son calme et prendre de bonnes décisions. Eric Wemba, pas de comparaison, hein? Matata Pognon et Augustin comment Il y a quand même des comparaisons à faire. Moi, je pense que nous devons apprendre à devenir sérieux. J'ai toujours dit, j'aime bien mon ami Doujizi, mais nous devons apprendre à être sérieux. J'ai toujours dit, entre les pour et les contre, il y a du sérieux. Le professeur a dit ici, pourquoi Mbosso? Non, c'est ça. C'est la volonté de Tshisekedi d'inféoder le Parlement. Et Kabound, nous sommes journalistes, a fait 6 demandes d'autorisation qui ne lui a pas été accordée. Il fallait que Tshisekedi décide, même sous condition.
pour que Kaboun se déplace. Non, qui a dit ça qu'il y avait... En tout cas, moi j'ai dit des sources bien informées, Mbosso attendait l'autorisation. C'est comme ça que ça se passe. Dans un pays où pour que les députés se déplacent pour accueillir les chefs de l'État, c'est le protocole d'État qui fait les communiqués, comprenez à quel degré le Parlement est inféodé. Donc Mbosso ne peut rien faire sans l'autorisation. Mais Tshisekedi, nous sommes sous une dictature qui ne dit pas son nom. Mais en même temps, on nous dit aussi, donc Kaboun, moi j'ai des choses à condamner chez lui, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit au professeur, Kaboun n'a pas démissionné. Il est encore vice-président tant qu'il n'a pas déposé sa lettre. Il a annoncé la démission. La démission, mais il n'a pas officiellement démissionné. De quel droit on peut empêcher un député, premier vice-président de l'Assemblée nationale, de se déplacer pour aller à l'extérieur du pays? C'est quand même dramatique. Pour les cas de Matata, d'après mes informations, Matata a écrit au premier président de la Cour constitutionnelle. Pas de réponse. Je rappelle à Dou Jésus que Matata n'a jamais été condamné. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Autant la Cour... Il n'a pas dit que Matata était... Non, je rappelle. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de raison qu'on interdise à Matata de voyager parce qu'il n'a pas été condamné. C'est un sénateur. Comment on doit l'empêcher de quitter Kinshasa? Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des droits irréductibles. Vous avez donné l'exemple de Jean-Pierre Bemba ou de Mende. Moi, je donne l'exemple familial. Quand j'ai perdu ma mère, un de mes oncles était en prison à l'époque de Mobutu. Mais il a dit sortir de la prison pour aller plairer sa sœur. Donc il y a ce qu'on appelle des droits irréductibles. On a fait ça aussi à, je crois... Ça s'est passé à l'époque de Mobutu. À Edi Kapen, hein? Oui, même si vous êtes... À un moment, Edi Kapen était sorti de la prison pour aller s'incliner devant... Alors, c'est cynique. Je suis en train de me demander ce qu'on a fait à Matata, alors que sa sœur qui vient derrière, qui vient après elle est au frigo, on l'empêche pour des raisons... Il y a quand même des raisons humanitaires. Je suis en train de demander si les tenants du pouvoir actuel sont réellement des êtres créés par Dieu. Excusez-moi Serge, c'est dramatique. Parce que je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas ici pour défendre Matata ou Kaboun, mais nous devons défendre les droits. Oui. Ce que nous avons condamné hier, nous devons condamner ça aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable que l'IDPS aujourd'hui au pouvoir, qu'on puisse empêcher à certains Congolais de jouir de certains droits. Il y a des droits irréductibles. Matata a perdu un membre de famille. Donc il n'y a aucune raison, d'autant plus que du point de vue de la justice, il n'y a aucune condamnation. Vous avez fait une bonne comparaison ici avec Vital Kamerhe. Condamné, qu'on a permis de sortir dans ces pays. Donc ce qui est bien ici, ce qui se passe au niveau là, c'est un système entretenu. On ne peut pas nous dire que les chefs de l'État tapent la main sur la table. Un chef, c'est celui qui change les choses. À chaque fois qu'on arrête quelqu'un à l'aéroport, ça a commencé même, nous l'avons vécu 2 fois. Une fois avec Peter Tchani. Non, nous attendons l'ordre de la hiérarchie. C'est la même réponse qu'on a donnée à Matata. Comment ces services-là, on ne peut pas mettre? Parce que l'État sort de l'argent pour que ces services, pour protéger les Congolais. Ces services ne sont pas là pour opprimer les Congolais. C'est inacceptable. Nous devons unanimement condamner cela pour que des choses comme ça ne puissent pas arriver. Parce que demain, entre nous, d'où Jésus peut être en prison et qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, on lui empêche d'aller voir cela, nous allons condamner. Donc autant nous avons condamné les arrestations de Jacques Chaban, autant nous avons condamné la répression contre l'IDPS, de Bruno Tshibala et tous les autres. De Bruno Tshibala et consorts. Aujourd'hui, nous devons, surtout que l'IDPS, je rappelle, est venu au pouvoir sur les fonds de la démocratie et des droits de l'homme. En tout cas, les droits de l'homme, il y a des droits irréductibles. Si on pense qu'on peut violer ça, nous sommes là. Peut-être que c'est ça aussi les dangers. On a été avec Erdogan. Très bien, madame, messieurs, on va se séparer avec cette bonne note émanant, oui, vous allez terminer l'émission. Cette bonne note émanant du gouvernement de la République. 1er mars prochain, on va fêter comme on l'a fait avec la levée de la mesure portant au couvre-feu. Eric Wemba, vous terminez l'émission. RAM, c'est fini, hein, ces prélèvements indus. Non, il y a des gens qui ont fait la prison à cause de RAM, notamment un greffier. Mais comme disait, comment il s'appelle, les peuples gagnent toujours, aussi Tchumanga. Respectons le peuple. Moi, c'est une bonne mesure, mais qui n'est pas suffisante. Le Parlement a mené une enquête. Le Parlement nous a dit que les recettes des RAM ne sont pas retraçables dans les budgets. Oui. Il faut qu'on nous dise tout ce que nous appelons, nous payons, on va où? Il semble que c'est un service de la présidence qui gère cela. Pas il semble, c'est vrai. C'est vrai. Donc, vive le moboutisme au Congo. Vive le moboutisme. On pense avoir de l'argent des Congolais sans devoir de redevabilité. C'est notre argent. Non seulement qu'il faut suspendre RAM, nous dire où va cet argent. Où cet argent allait et on doit rembourser aux Congolais. On ne peut pas comprendre comment un pouvoir s'est organisé pendant un laps de temps à escroquer son propre peuple. Non, escroquer c'est... Non, c'est les termes, Serge. Et je pense que... Non, c'est les termes, il faut dire des choses comme ils sont. Comment? Moi, je pense que les gens doivent payer des taxes. Mais tout ce que les Congolais savent, que ce que nous payons comme taxes et impôts, va où? Ça porte quoi? Il y a toute une obscurité, peut-être pour des raisons électoralistes. On suspend RAM, on suspend couvre-feu pour dire au peuple qu'on fait bien pour le peuple. Notre droit, nous devons les réclamer. Notre argent,
on doit nous les rembourser. On Très nous bien. dire, si on ne va pas les rembourser, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Mais quand c'est déjà pas retracé dans les budgets. Donc, beaucoup d'argent comme ça, Professeur? vous allez demander 40 millions à la Turquie. Vous allez demander 2 milliards pour construire votre port à Banana. Pendant qu'il y a de l'argent ici, on est en train de détourner à ciel ouvert. C'est dramatique. On avait institué, je sais pas moi, on dit que ce n'est pas une taxe, c'est pas un impôt, c'est quoi? On dit que c'est un prélèvement. Depuis le 24 septembre 2020, 2 ans après, une année et demie, l'objectif, on nous a dit, c'était pour protéger les utilisateurs des effets néfastes des téléphones contrefaits et optimiser la qualité du réseau, lutter contre des appareils et protéger les données et prélever et investir dans les domaines de PT et des télécommunications. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de se dire, bon, on oublie d'abord ce qui s'est passé, le plus important c'est que le gouvernement a pris la décision, à partir du 1er mars, plus question des rames, au lieu de demander encore des comptes comme le veut Eric Wimba. Non, on ne peut pas oublier, Serge. Et les calculs sont simples, les chiffres sont là, les dates sont là. Moi, on me retire 1,7 dollars, je crois, par mois. Mensuellement. Mensuellement, je vais faire le calcul 1,7 par autant de mois. On me rembourse. Ou sinon, quelqu'un va payer. Ça, c'est le pouvoir qui va payer demain. Parce que ça, la grosse erreur, c'est que ça a touché tous les Congolais. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est le pouvoir qui a reculé par rapport à une pression de l'opinion publique. Et en reculant, on pense que comment on doit justifier ce qui a été fait? C'est un aveu. En reculant, c'est un aveu que c'est... J'adopte le terme de Derek, c'est de l'escroquerie. Il n'y a pas autre chose que ça. L'État qui escroque sa population qui est déjà paupérisée. Et ça, si le remboursement n'est pas fait, le pouvoir va payer politiquement. On peut avoir des projets d'intérêt communautaire. Hein. On dit que bon, les fonds collectés en faveur des rames, on en a fait ça. Peut-être que ça pourrait apaiser un peu Eric et le professeur Voto. Oui, Serge, avant d'aborder la question des rames, vous avez 2 minutes. 2 minutes, oui, mais je pense que Eric Wimba, tellement qu'il est dans les populismes, il ne sait pas extirper les mots dans ce que je dis. Et je dis pas ici que Matata Pogno est condamné. Je ne l'ai pas dit. Hein? En cherchant à défendre Matata, c'est Sanga, il verse toujours dans les populismes. Les plus, s'il vous plaît, quand tu me parlais, j'ai la parole. Il faut avoir les nerfs solides quand vous racontez n'importe quoi. Allez-y. Et donc, je n'ai pas dit ici que Matata Pogno est condamné. Par contre, je dis, si pour Kabound, il n'y a aucun soupçon jusque-là, on ne peut soupçonner Kabound de rien. Il n'est pas condamné, il est en vacances parlementaires. Pourquoi la DGM ne peut le retenir? Par contre, pour Matata Pogno, il a des dossiers. Les humilités de Matata, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, il n'a pas recouvré ses humilités. Et donc, si il y a des informations judiciaires importantes que nous ici nous ignorons parce que nous ne sommes pas les services habilités. On ne viendra pas parler par faire du populisme ici. C'est ainsi que je dis sur ce plateau, si les services ont des éléments interdisant à Matata de se déplacer, ce n'est pas à Wemba de venir ici parce qu'il a des affinités avec Matata, il veut défendre Matata comme c'est Sanga, exiger n'importe quoi. Ça, mais j'aimerais revenir sur... Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, moi je suis très équilibré. Je le dis et je le dirai toujours. D'ailleurs, mon jeune frère Jeff Caleb ne m'avait pas bien compris à un moment donné. Je disais, mais comment on peut... On a parlé avec des professeurs, des scientifiques, des parlementaires, etc. Comment... J'ai parlé avec Godin Poy, qui est un professeur en économie. Il a utilisé des termes forts. Hein. Très forts. Là, tu avais du banditisme fiscal. Vous parlez des escroqueries, mais lui, il a parlé du banditisme fiscal. Oui. Et donc, on ne sait pas retracer. Il s'agit de quoi? Une taxe, une redevance, un impôt, etc. C'était un peu un monstre à plusieurs têtes. Ah, oui. Et donc, moi, je l'ai condamné. Et aujourd'hui, je suis d'avis de ceux qui pensent que cet argent, et d'ailleurs c'est tout à fait normal que cela soit géré au niveau de la présidence parce que j'ai lu les textes, avant c'était l'ARPTC qui est géré directement par la présidence de la République. Ouais. Mais même l'ARPTC peut nous rendre des comptes à travers l'IGF. Ah oui. C'est là où nous sommes en train de dire si il faut une traçabilité. Parce que moi par exemple personnellement, je vais terminer par là, je ne connaissais plus les fréquences utilisées pour nous extirper les unités, nous prendre des unités. À chaque fois que je rechargeais, 2 jours après, on me prenait des crédits. 2 jours après, on me prenait des crédits. Même sur le modem. Même sur le modem. Je me plains pour ça, Serge Kabongo. Oui. Il faut une traçabilité, il faut une commission pour ça, parce que c'est l'argent des Congolais et les Congolais doivent savoir d'où part cet argent. Très bien, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Grand merci à toute l'équipe technique, les caméras à l'œuvre de Moro Ndjambe, je l'appelle Maestro. C'est vraiment, il m'est familier, ce garçon des Barumbu. Merci aussi à Héritier Vatoukala, à vous, chers téléspectateurs.
Tout bilan, voilà, on avait deux héritiers ici, l'un est parti et l'autre est resté. Allez, merci à José Adolphe Voto, à Dou Jésus Bélédou et à Eric Wemba. Prenez rendez-vous avec ces mags demain, 9h30. Ça sera le deuxième numéro de la semaine. Au revoir.